Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le nouvel épisode de l'autre potentiel, j'ose ma différence, la chaîne pour et par les autres potentiels, où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement capables et profondément connectés. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous proposer d'accueillir Marie-Ève Tries, coordinatrice du Tamanoir ASBL et médiatrice culturelle. Bonjour. Bonjour Marie-Ève. Alors qui es-tu ? Alors, je suis Marie-Ève Tries et au niveau professionnel, pour l'instant, je suis coordinatrice d'une ASBL de médiation culturelle qui s'appelle le Tamanoir et nous accueillons tous les types de publics pour faire de la médiation culturelle, mais aussi de l'éveil à la créativité et à l'imaginaire. Voilà. Médiation culturelle, tu peux en dire un peu plus parce que c'est pas très concret pour moi. Alors, la médiation culturelle, c'est de faire un pont entre la production culturelle telle qu'elle existe, le patrimoine et même la nature ou l'industrie, et le visiteur ou la personne qui doit l'appréhender. Par exemple, typiquement, une classe qui veut visiter Bruxelles et s'intéresse au street art, eh bien, nous allons expliquer les œuvres street art à cette classe, nous allons créer des jeux de manière à ce que les enfants s'approprient la matière et nous allons éventuellement faire des ateliers après avec eux, de manière à ce qu'ils puissent vraiment comprendre ce qu'est le street art qui les intéresse. Et donc, on fait ça sur des tas de sujets. Voilà. Ok, et donc dans ce cas-là, c'est qui est ton client? C'est l'enseignant qui demande, qui t'appelle, qui te dit tiens, j'ai envie d'organiser quelque chose? Oui, enfin des enseignants, des familles, des particuliers, des groupes en team building, toute personne qui souhaite se faire expliquer le patrimoine de manière ludique, puisque les gens d'aujourd'hui, c'est des gamers, ils ont besoin d'être imprégnés dans quelque chose et de vivre une expérience. Et nous construisons les expériences. Ok. Alors, merci déjà pour cette précision. Aujourd'hui, on va parler d'une autre réalité. On n'en a pas encore parlé dans cette émission. C'est un de tes posts. D'ailleurs, je vais le lire. C'est un de tes posts qui m'a fait un déclic et me dire j'ai juste envie d'inviter Marie-Ève. Et on va parler d'autisme. Oui. On parlera aussi de haut potentiel. Donc, c'est génial. Et tu avais mis dans ce post: lorsque je me suis su autiste, j'ai tout naturellement cherché des associations d'autistes, ou du moins des groupes d'intérêt sur les réseaux sociaux. Et je suis tombé sur des témoignages cataclysmiques en série, personnes qui sont incapables de travailler, personnes qui se victimisent à outrance, personnes qui pensent que leur vie n'est qu'une longue suite de difficultés. Hélas, j'aurais aimé des récits d'autistes qui s'en tirent, qui utilisent leur capacité pour se construire une vie qui vaut la peine d'être vécue, qui se disent que s'ils ne peuvent pas changer leur autisme, ils peuvent changer leur point de vue sur la situation. Du coup, j'avais envie de te donner la parole. Parce que tu peux être cette personne. Alors, explique-nous peut-être un peu quel a été ton parcours, justement, dans ces difficultés, mais aussi dans tout ce que tu as vécu en moment de joie. Alors, je donne toujours un petit exemple aux gens qui connaissent pas du tout l'autisme. Il y a un livre qui s'appelle « Tisse tous les pouces verts » et que pas mal de gens connaissent, dans lequel on voit un petit garçon, fils d'un marchand d'armes, qui en fait a les pouces verts, c'est-à-dire qu'il est capable de faire pousser des fleurs à peu près n'importe où, et réalise qu'il n'a pas du tout envie de devenir marchand de canons, mais plutôt marchand de fleurs. Et on voit ce petit bonhomme naïf faire pousser des fleurs pour rendre les gens heureux, là où ses parents aimeraient bien le formater pour devenir marchand de canons. Et à la fin, on se rend compte que Tistou était un ange. Et en fait, je me suis très vite, enfant, quand j'ai lu ce livre, identifiée à ce petit garçon. J'étais pas à ma place dans le monde. J'étais complètement en décalage avec le reste du monde. Et souvent, le monde était tellement étrange qu'il me semblait ne pas avoir le mode d'emploi. Alors évidemment, ça a des côtés très douloureux. Et dans mon enfance, j'ai vécu du harcèlement scolaire à peu près de ma première maternelle à ma 6e secondaire. Wow. C'est quelque chose qui a été fort présent. J'avais des réactions très décalées, une incompréhension complète des implicites. Je ne savais jamais ce qu'on voulait de moi.
Et j'ai quelques faits d'enfance assez particuliers à raconter. J'ai eu la chance de naître dans une famille où être bizarre n'est absolument pas un crime. Donc, je veux dire, ça, c'était pas du tout un problème. Mais même mes parents ont eu du mal à comprendre la petite fille bizarre qui leur avait été donnée d'élever. Et ce qui fait que je suis arrivée à l'âge adulte, il faut le dire, pas mal cabossée par toutes sortes d'expériences. Ouais. Donc ça, c'est une réalité que pas mal d'autistes vivent. Et concrètement, c'est quoi la réalité de cette petite enfant? Tu dis que tu as des faits à raconter, mais concrètement, pour que ceux qui écoutent puissent peut-être se reconnaître ou mieux comprendre? Je prenais tout au pied de la lettre. Ça, c'est toutes les expressions et tout. Je ne comprenais pas vraiment quand les expressions étaient imagées, par exemple. Quand on me disait que quelqu'un était tombé dans les pommes, je disais, il n'y avait pas de pommes. C'était quelque chose qui représentait une difficulté pour moi. Et j'ai fini par apprendre progressivement que ces expressions avaient un double sens. Mais je ne comprenais pas non plus les implicites des consignes à l'école. Je ne comprenais pas non plus parfois des choses qui vont de soi pour les autres. Et moi, j'étais là et je ne savais pas ce que je devais faire. Ce qui fait que très souvent, j'étais punie pour des choses pour lesquelles, en fait, je ne comprenais rien. J'ai une anecdote qui me revient en tête. Eh bien, j'étais en 2e primaire et il y avait un concours de bonhomme de neige dans l'école. Et du coup, moi, bien rejetée, je ne suis pas acceptée dans le premier groupe, je ne suis pas acceptée dans mon 2e groupe. Je me dis, tant pis, je vais faire mon bonhomme de neige toute seule. Et j'ai été punie parce que j'avais fait un bonhomme de neige toute seule et pas en groupe. Et je comprenais rien, puisque moi, les groupes ne voulaient pas de moi, j'avais fait mon bonhomme de neige toute seule. Je voyais pas, en fait, à quel moment j'avais fait quelque chose de mal. En même temps, je ne savais pas raconter ça à la maison. Parce que la chose était arrivée, je comprenais pas, je n'avais pas les mots et les images mentales nécessaires pour structurer le récit et expliquer ce qui m'était arrivé. J'imagine bien que ma mère aurait été à l'école et aurait réagi. Mais en fait, j'étais incapable de raconter ça. J'intériorisais et puis c'était tout. Ce qui a créé finalement un chagrin d'école, comme je l'appelle. C'est cette idée que, en fait, j'étais bizarre et pas adaptable. Quand j'avais 8 ou 9 ans, j'étais persuadée d'avoir été échangée par les extraterrestres. Que, en fait, j'étais pas née sur la bonne planète et que c'était normal, que j'étais que j'étais différente puisque je n'étais pas née au bon endroit. Et je racontais ça, je me souviens, à mes frères et sœurs qui, eux, me croyaient sur parole. Donc, ce qui veut dire qu'eux aussi percevaient qu'il y avait cette différence. J'ai un très fort lien avec eux, et j'ai toujours eu un très fort lien avec eux, on s'entend très bien, mais je pense que quand on avait 8 ou 9 ans, ils pensaient que leur brave grande sœur avait été échangée par les extraterrestres, effectivement. Parce qu'il y avait ce côté étrange et de non-compréhension des choses. Alors, repartir de mon enfance, c'est une chose, mais je n'ai su lire mon enfance vraiment que quand j'ai eu un fils. Et donc, moi j'ai 3 enfants, et puis je me suis retrouvée face à un petit garçon étrange, Yvain, qui a 15 ans et demi maintenant, et dont moi je ne voyais pas ce qu'il avait d'étrange. Yvain était tout à fait un petit garçon ordinaire pour moi, je ne voyais pas le problème. Mais tout mon entourage me signalait que cet enfant avait bel et bien un problème. Là où j'ai commencé à me poser les premières questions, moi personnellement, c'est quand ce petit loup est arrivé et m'a dit « Maman, il est écrit connexion satellite perdue sur la télé de mamie. » Et en fait, je me suis rendu compte qu'il savait lire à 3 ans, en sachant à peine parler. Et là, je me suis dit quand même que c'était pas habituel. Et puis je me suis souvenu, oui, mais moi aussi, je lisais à 3 ans. Je ne me rappelle pas de moi ne sachant pas lire. C'est quelque chose... Dans ma tête, j'ai toujours su lire. C'est quelque chose qui était d'une évidence sans nom. Et d'ailleurs, mon fils, à l'heure actuelle, il a la même chose. Il ne se rappelle pas de lui ne sachant pas lire. Ne sachant pas lire. Oui. Mais, alors c'est une bête question, mais comment vous avez fait? S'il n'y a personne qui vous l'a appris, j'imagine. De ce que j'ai vu avec mon fils, eh bien, c'était « Il écrit quoi, la maman? Il écrit quoi, la maman? Là, il écrit quoi, maman ?» Et à mon avis, on a absorbé ce que les gens nous disaient et à un moment donné, on a eu le déclic et on a compris comment ça fonctionnait. En tout cas, c'est ce que je reconstruis d'après ce que j'ai vu, j'ai observé chez mon fils. Mon fils s'est mis après à avoir des crises de colère multiquotidiennes.
C'était fatigant, mais moi, ça ne m'inquiétait pas outre mesure. J'étais moi-même une enfant très, très colérique. Donc, j'attrapais ce petit bout par en dessous du bras, il faisait ni, 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 ni. Je disais, bah ouais, t'es pas content. Et je sentais toute l'angoisse qu'il y avait derrière cette colère aussi, en essayant de rassurer et tout. Mais le rendu de mon mari, de l'école et tout, ça a été, mais c'est pas possible, cet enfant a un comportement tout à fait particulier. Alors on a fait des tests. Dans un premier temps, on a diagnostiqué un très haut potentiel chez mon fils. Et puis la personne a dit, ça n'explique pas ses comportements, il y a autre chose. Et de fil en aiguille, mais les temps d'attente sont très longs, Marc, il faut que tu t'imagines, hein, à ce moment-là, au moment où on a eu son diagnostic d'autisme, il était en première secondaire, donc tu t'imagines le temps qui a passé depuis sa petite enfance. Moi, je soupçonne l'autisme depuis ses 7-8 ans. Alors, quand on a... Sur quelle base, toi, tu soupçonnes? Sur base de mes lectures. Et puis, j'avais à l'époque un ami qui était concerné par l'autisme, et cet ami me disait que c'était une piste à creuser pour mon fils. Mais à ce moment-là, j'y connaissais pas tellement, je ne savais pas trop de quoi il s'agissait. Ensuite, on va faire les tests, et la psychologue me demande de raconter l'enfance de mon fils. Alors, elle était là, ouais, ça c'est typique, ouais, ça c'est typique, oui, typique, bien sûr. Et je lui dis, oui, mais alors si lui, ben moi, parce que enfant, c'était exactement la même chose. Et j'avais ressorti un labyrinthe qu'il avait fait en 3e maternelle qui m'avait fait sourire par la logique. On voyait, maman T-Rex doit sauver son petit, fait le labyrinthe. Et donc, il y avait des fleurs, des petites haies. Et puis, il y avait d'un côté la maman T-Rex et de l'autre côté le bébé. Et puis, lui, il y avait une ligne qui passait à travers tout. Et l'institutrice lui avait dit, mais Yvain, pourquoi t'as pas fait le labyrinthe comme d'habitude? Tu fais ça très bien. Et Yvain avait répondu, mais si maman T-Rex, son bébé est en danger, elle n'a pas le temps de faire attention aux fleurs, bien sûr. Donc, en fait, l'implicite du labyrinthe n'était pas du tout clair pour lui. C'était, on faisait la ligne à travers tout parce qu'il fallait y aller au plus vite. Et c'est très logique, finalement. Il avait raison, ce brave enfant. Mais là, je montre ça et je dis, mais oui, moi, j'aurais fait la même chose. Et m'est revenue une anecdote récente à ce moment-là. J'étais occupée à tranquillement ranger mes courses dans mon coffre après avoir été au supermarché, quand je vois un de mes amis d'études qui me dit « Hé, salut Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je remets mes courses dans mon coffre, bien sûr. » Et là, il me regarde et j'en comprends compte que c'est pas du tout la réponse qu'il attend. Parce que le « qu'est-ce que tu fais ?» c'est « qu'est-ce que tu es devenu depuis 20 ans ?» etc. Il y avait tout ça derrière. Mais sur le moment, moi, dans le move, je n'avais pas compris. Et lui, il m'a dit bien gentiment, t'as pas changé. Hein. Mais c'est... Effectivement, je n'ai pas changé et c'est quelque chose qui restera. Hein, c'est cette non-compréhension des implicites sociaux. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'ai creusé la question pour moi et la réponse est tombée, ben oui, effectivement, je suis une femme autiste. Et alors, on va vous dire, les femmes autistes, c'est rare. En fait, je ne pense pas. Je pense que les femmes autistes sont sous-diagnostiquées. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les traits caractéristiques de l'autisme vont être beaucoup plus saillants et remarquables chez les garçons que chez les filles. Alors, l'autisme, c'est quoi? Et ça, je pense que c'est important pour les auditeurs de le définir. Il y a deux choses. C'est ce qu'on appelle la dyade autistique. Il y a, d'une part, les difficultés sociales. Les difficultés sociales, c'est le manque de compréhension des implicites, mais aussi une très grande fatigabilité dans les relations sociales. C'est pas que nous ne pouvons pas interagir. Ben, regardez, là, je parle, hein, j'interagis avec Marc, il n'y a aucun problème. Et va falloir quelque temps pour que les gens se rendent compte qu'il y a un petit décalage. Le regard ne va pas être tout à fait normal. La manière dont je parle est parfois très cadrée et dans l'enseignement, si vous voulez, hein, c'est le phénomène des enfants petits professeurs, comme disait Hans Asperger. Hein, c'est l'enfant qui peut vraiment, qui va détailler sur un sujet qui l'intéresse, qui va parler longuement et qui va s'en fiche complètement en apparence de ce que les gens, ça les intéresse ou non. En fait, la vérité, c'est qu'on n'est pas capable de voir les signes de désintérêt chez les gens. Il faut que les gens nous le disent clairement, bah en fait, ce que tu me dis ne m'intéresse absolument pas. Et comme on est des gens qui on n'a pas d'implicite, bah on le prendra pas mal puisque c'est pas considéré pour nous comme étant impoli, ça nous dépasse. Si on dit, bah écoute, ce que tu dis ne m'intéresse pas, bah ok, c'est une donnée du problème. On est assez
assez premier degré, hein, voilà, c'est clair. Donc ça, c'est vraiment les difficultés sociales. Il faut se dire que là où elles se manifestent le plus chez moi, et là c'est très personnel, c'est dans des situations totalement non cadrées. Par exemple, en visite guidée, je communique, pas de problème. Je peux communiquer dans des réunions de travail, ok, je sais pourquoi je suis là, pas de souci. Je peux communiquer aussi en petit comité, en famille, ou quand il y a 5-6 personnes, aucun souci. Je peux aussi communiquer quand voilà, on me pose une question précise, que je peux y répondre. Là où ça devient vraiment compliqué, c'est imaginer par exemple une réception de mariage. Ça, c'est vraiment le truc typique. Ben, il y a toute une sorte de danse du ventre social, comme j'appelle ça, qui se produit, où les gens font toute une série de choses, qui savent tout ce qu'ils doivent faire, mais moi je suis là, je sais juste pas à qui parler, je sais juste pas quoi dire, je sais juste pas quoi faire, et même mon corps, je sais pas où le mettre. Donc, j'ai pris très récemment la décision de ne plus aller dans ce genre de réception, tout simplement parce que ça me fait du mal, ça met la honte aux éventuels amis qui sont présents, et donc, de ce fait, ça n'a plus d'intérêt. C'est vraiment quelque chose qui me semble... Voilà, on a le droit, je crois, de se soustraire à des situations qui nous mettent vraiment en difficulté. Et celle-là me met vraiment en difficulté. La deuxième chose, c'est je n'aime pas utiliser ce vocabulaire-là, mais c'est le vocabulaire médical, c'est les intérêts restreints. Moi, j'aime bien dire des intérêts particuliers ou des intérêts spécifiques. En fait, les autistes, selon leur niveau intellectuel, parce que là, j'y reviendrai après, il y a tous les niveaux d'intelligence possibles dans l'autisme, ils vont avoir des centres d'intérêt qui peuvent être aussi bien ce qu'on va appeler des stéréotypies, c'est-à-dire des gens qui tapent facilement des mains ou qui sautillent ou qui ont des tics physiques qui vont les rassurer, des stimulations particulières comme toucher, des choses particulières, mais ça peut être aussi des intérêts intellectuels. Et c'est là que les femmes sont beaucoup plus masquées. Là où on s'interrogera d'un petit garçon qui connaît les horaires de train par cœur, on ne s'interrogera pas sur une petite fille qui a des photos de chevaux dans toute sa chambre. Pourquoi ? C'est parce que c'est socialement plus acceptable. On dira du petit garçon, les petits garçons vont en général vers des centres d'intérêt beaucoup plus atypiques, beaucoup moins masqués socialement, parce que l'éducation des garçons est comme ça. Et donc, ils se masquent moins socialement. Et donc, on va avoir, voilà, typiquement, mon petit garçon à 8 ans, il était passionné par les baudroies abyssales. Et il lisait des quantités de choses gigantesques sur ces animaux qui sont quand même assez répugnants, il faut bien le dire, hein, c'est pas un intérêt classique. Les filles vont plutôt aller vers des intérêts qui sont... liées aux petites filles. Mais ça veut dire, pour que je comprenne bien, est-ce qu'elles ont un intérêt pour avoir pour le même animal que ton fils, mais elles ne vont pas le montrer et elles vont masquer par un intérêt sur autre chose, ou c'est vraiment leur intérêt sur des choses plus... Je pense que de par leur socialisation, elles vont aller vers des intérêts, parce que, bon, on a toujours en interaction avec son environnement, hein. Donc les autistes aussi, comme les autres. Je pense simplement que d'une part, le fait qu'une petite fille ait un intérêt obsessionnel va moins attirer l'attention que le fait qu'un petit garçon ait un intérêt obsessionnel, parce que les petits garçons sont, entre guillemets, plus typés dans l'inconscient collectif, comme devant être actifs, jouer au foot, aller dehors, avoir plein de copains, tandis que les petites filles, c'est considéré comme plus normal qu'elles soient plus introverties et qu'elles soient chez elles, quoi. Mais il y a aussi le fait que l'entourage ne se rend parfois pas bien compte de l'intérêt que ça prend. Par exemple, moi je joue à la poupée, rien de plus naturel qu'une petite fille qui joue à la poupée, bien sûr, on me laissait tranquille. Ce que mes parents ne savaient probablement pas, c'est que mon principal intérêt était de les coiffer et de les classer par ordre de taille, ce qui est quand même beaucoup moins classique. Mais je pense que tout simplement, l'entourage ne le voyait pas, ne le savait pas, ne prenait pas conscience de cette chose. J'adorais les livres. Jusque-là, rien de bien difficile. Mais une de mes passions était de reclasser la bibliothèque familiale, ce qui est beaucoup moins typique aussi. Mais là aussi, mes parents ne réalisaient pas vraiment la chose. Je pense que simplement, chez les filles, ça se masque plus, tout simplement, et l'entourage est moins attentif aussi à ces signes-là. Soit dit en passant, je connais aussi les horaires de train par cœur, mais ça, c'est une autre histoire.
c'est des choses dont on va peut-être moins parler ou moins mettre ça en avant. Comme beaucoup d'autistes, je suis ferrovipathe, voilà. Ça veut dire quoi? Ferrovipathe, ça veut dire maniaque des chemins de fer. Oh, c'est un mot qui existe? Non, ça n'existe pas. D'accord. C'est un mot de plus ou moins mon invention, mais en fait, beaucoup d'autistes, je ne sais pas pourquoi, adorent les trains. Ouais. C'est quelque chose, oui. Et moi, je guide à Train World. C'est un grand bonheur d'ailleurs de pouvoir nourrir cette passion parce que je sais énormément de choses sur les chemins de fer. Alors, c'est une de mes passions, un de mes intérêts spécifiques. Comme je détaillais, il y en a d'autres. Hein. J'ai un intérêt très fort pour les langues anciennes aussi. Ce qui fait que je connais l'égyptien ancien, l'étrusque et d'autres langues bizarroïdes comme celle-là, en plus du latin et du grec. J'ai des intérêts particuliers aussi pour tout ce qui est de mon domaine, hein, de l'histoire de l'art et toute la transcription des mythes en histoire de l'art et des choses comme ça. Mais ce qui fait que des travaux qui peuvent paraître tout à fait fastidieux pour des personnes ordinaires, par exemple faire l'inventaire d'un musée, eh bien pour moi c'est passionnant. C'est quelque chose qui me nourrit profondément. Et quand notre travail rejoint notre intérêt restreint, ben, on est très heureux parce que ces intérêts vont nous nourrir profondément. C'est quelque chose qui nous donne un profond sentiment de bien-être et qui, de l'extérieur, peuvent paraître être un problème pour d'autres. On sait, c'est quoi ce petit garçon qui s'intéresse au baudroie abyssal? Mais en fait, le petit garçon en question qui s'intéresse à ces baudroies abyssales, au moment où il lit des choses dessus, il lit des encyclopédies, il prend des notes, il classe des fiches, enfin tout ce genre de choses et tout ce qui va autour, eh bien, ça le rend profondément heureux. Mon fils avait aussi une passion pour les éditions Dupuis, les éditions bande dessinée, au point qu'il a reproduit en Lego tout leur plateau de travail. Mais pendant qu'il construisait ces Legos et qu'il reproduisait ce plateau de travail, il était profondément heureux et nourri. Donc pour nous, les intérêts dits restreints ne sont pas un problème. C'est quelque chose qui nous rend heureux, vraiment. Et ça, Donc je peux comprendre que tu n'aimes pas le terme. Voilà. C'est juste en fait, oui, une réalité différente. Voilà. Et j'ose imaginer qu'il y a des personnes qui ne sont pas autistes et qui sont aussi passionnées par des choses. Et c'est là qu'on va parler de spectre autistique. Oui, et ça m'intéresse vraiment très fort. Ce que je propose, c'est qu'on en parle la semaine prochaine. Donc on retrouve Marie-Ève dimanche prochain à partir de 8h pour la suite de cette interview. En attendant, n'oubliez pas de déclencher la magie qui est en vous pour oser votre différence dans notre monde. À la semaine prochaine.